Lucom. L'enthousiasme qui vous anime, l'enthousiasme qui vous caractérise, avec le désir toujours de découvrir ce qui est bon, ce qui est meilleur pour votre avenir. Et c'est là, nous en tant que membres du comité de gestion, ça nous interpelle. Et cette interpellation nous pousse à imaginer les moyens pour vous faire avancer très bien et si vite. Parce que tel que je vous vois là, je préfère vous considérer comme des professeurs. Des professeurs, je me rappelle lorsque moi je suivais les cours de 3e cycle, que cela demeure ainsi. Je pense que vous allez vous retrouver demain après-demain de l'autre côté, c'est-à-dire le côté où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, ayant déjà perdu beaucoup de temps, je ne voudrais pas non plus abuser de votre temps. Sinon, je n'ai plus autre chose à dire si ce n'est qu'un mot de 5 lettres. Merci. Merci de cette réponse que vous réservez toutes les fois que nous lançons une invitation pour ce genre d'échange. Il n'y a pas une autre magie. La recherche, c'est la lecture et la volonté de vouloir connaître davantage. Nous allons tout de suite présenter de manière brève l'orateur de cette si grande journée scientifique. L'orateur de tout à l'heure, il s'appelle Crispin Lukusabou-Kounaï. Il est professeur associé. Professeur associé, c'est un très grand scientifique, docteur en géographie. Le professeur Crispin Lukusabou-Kounaï a plusieurs publications scientifiques à son actif, environ 30. C'est ainsi qu'il pourra nous décortiquer la première thématique de ces matins qui va pivoter autour de l'évaluation d'un projet de recherche. Nous demandons votre attention particulière et nous lui accordons un temps suffisant pour vous entretenir. Messieurs l'orateur, vous avez la parole. Je vais entrer dans le sujet comment élaborer un projet de recherche. Alors, qu'est-ce que nous poursuivons ici? Successivement, nous allons définir la recherche de concept, identifier les buts de la recherche et relever les statistiques de la recherche scientifique, sans oublier les étapes, etc. Alors, le plan de notre exposé,
Premier point, définition et étape de la recherche. Deuxième point, les caractéristiques de la recherche scientifique. Troisièmement, la recherche, à quoi ça sert. Et enfin, on va voir les types de recherche. On va lentement. Définition. La recherche, c'est quoi? C'est une recherche de faits ou de vérité sur un sujet. Quand vous cherchez des faits ou de la vérité sur un sujet, vous commencez à faire ce qu'on appelle la recherche. C'est aussi une investigation organisée pour résoudre des problèmes. Si vous faites un travail dont le but est de résoudre un problème donné, votre travail entre dans ce qu'on appelle la recherche. Si vous voulez tester des hypothèses données, votre travail appartient à ce qu'on appelle la recherche. Si vous voulez inventer des nouveaux produits, votre travail s'appelle la recherche. Mais pour que ce soit recherche, il faut passer par certaines étapes qui sont les suivantes. Pour que votre travail soit appelé recherche, il faut passer par les 5 étapes suivantes. Premièrement, on doit comprendre la nature du problème étudié et identifier les champs de connaissances en lien avec un problème. Dès qu'on a fait ça, deuxièmement, établir l'état de l'art, c'est-à-dire collecter, étudier la littérature pour comprendre comment les chercheurs ont approché le problème. Troisièmement, il faut collecter les données de manière organisée et contrôler en vue d'arriver à des décisions valides. Si les données sont collectées, actuellement, il faut les analyser de manière appropriée et adapter au problème qui est étudié. Dès que c'est fait, enfin, vous tirez des conclusions qui se posent et qui peuvent être réalisées si possible. Voilà les 5 étapes par lesquelles on doit passer pour que le travail soit considéré comme de la recherche scientifique. Deuxième point, les caractéristiques de la recherche. Tantôt, on est revenu quand on fait le travail scientifique. Alors, ce qu'on va dire que la recherche est basée sur le travail d'autrui. Vous commencez par lire les travaux des autres. C'est pourquoi mon collègue vous a dit qu'il faut lire pour savoir ce que les autres ont fait. Ensuite, la recherche est reproductive. C'est que la reproductive peut être reproduite par quelqu'un d'autre. Ici ou ailleurs, on doit arriver à la même conclusion, sinon ce n'est pas la recherche. Elle est reproductive. Elle intègre une utilisation du raisonnement inductif et déductif. Pourquoi? Pour arriver à expliquer et à prédire les phénomènes. Donc, dans le raisonnement inductif, on arrive à expliquer. Avec le raisonnement inductif, on arrive à prédire les phénomènes. Et elle est basée sur une vérité qui dit que tout effet, toute observation a une cause. En science, tout effet, tout phénomène a une cause. Il n'y a rien qui n'a pas de cause. C'est ça la base de la recherche scientifique. À la base, on peut se dire que tout événement, tout phénomène a une cause.
pour caractériser un travail scientifique. Si votre travail n'est pas répétitif, s'il n'est pas généralisable, s'il n'est pas incrémental, s'il n'est pas politique, s'il ne suit pas la démonstration scientifique, ce n'est pas encore de la recherche, c'est autre chose. Alors, j'ai mis pour les curieux une définition du raisonnement déductif et inductif tiré de votre cours de logique. Bon, ça tout le monde connaît. Elle n'est pas le plagiat des travaux d'autrui. Quelqu'un a fait son mémoire à l'aube sur un sujet quelconque. Un autre chercheur de Nandangika prend le travail, remplace là où était l'autre, il le met en Nandangika et il dépose. Comme les membres du jury ne sont pas informés qu'à l'autre ce travail a été effectué, ils vont l'applaudir et trouver que le candidat est très intelligent. En peu de temps, il a produit un travail de qualité. Pourtant, c'est un plagiat. Ça, ce n'est pas de la recherche. Le plagiat, c'est aussi faire des paraphrases sans signaler la source. Vous prenez les travaux des autres, vous copiez des phrases, vous mettez dans les vôtres, vous ne signalez pas d'où vous avez tiré ces phrases-là. Et si vous les avez copiées intégralement, vous n'avez pas mis entre guillemets pour signaler que ça c'est une phrase qui vient textuellement de tel ouvrage, de tel article. Ça c'est du plagiat. C'est punissable par la loi. Ça c'est pour nous tous qui sommes ici. Nous qui avons encore besoin de faire une recherche que j'appelle recherche administrative, qui vous permet d'arriver à un doctorat, à un master ou à un bac. Nous aussi, on peut faire pour arriver à faire de nouvelles découvertes. On cherche, il y a un problème qui arrive, qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà. On découvre quelque chose de nouveau. C'est aussi de la recherche. On peut aussi faire la recherche pour apporter des solutions innovatrices à des problèmes complexes. Comme l'a dit le professeur Gilbert, il a bien souhaité qu'avant la fin de notre mandat, que nous puissions accueillir des professeurs parmi vous qui êtes ici présents. Et moi, je répète le même projet que lui. Nous faisons tout ça pour que, avant la fin de notre mandat, qu'on puisse compter parmi vous beaucoup de professeurs et beaucoup de professeurs. Et il a remarqué que vous êtes très courageux. Donc, vous pouvez, il n'y a qu'à vous montrer les petits secrets et le reste est facile. Les types de recherche. La recherche peut être distinguée en fonction du but visé et en fonction donc de la méthode utilisée. Alors, si nous prenons le but qu'on poursuit, on va distinguer deux types de recherche. La recherche fondamentale et la recherche appliquée. Alors, la fondamentale, c'est quand on cherche à créer de la connaissance. On cherche à faire avancer la science. Ça, on fait de la recherche fondamentale.
on crée des produits, on ne sait pas à quoi ça va servir. D'abord, on découvre les choses. Ce n'est que longtemps après qu'on saura à quoi ça va servir. Mais avant, on fait faire avancer la science. Alors, si le but est de trouver une solution à un problème donné, ça c'est la recherche appliquée. Alors, si vous écrivez votre projet d'article pour faire avancer la science, là c'est la recherche fondamentale. Si c'est pour trouver une solution à un problème, là c'est la recherche appliquée. Selon la méthode employée. Alors, la méthode ici est comprise comme l'ensemble des techniques utilisées pour collecter et analyser les données. Il y a beaucoup de méthodes et donc beaucoup de types de recherche. Et je vous dis déjà d'office, à propos des méthodes et des techniques, les pédagogues ne sont jamais d'accord entre eux. À propos des méthodes et techniques, les pédagogues ne sont jamais d'accord entre eux. Ainsi, vous vous souvenez, quand les électeurs vous ont entretenu la fois passée, arrivé au niveau des méthodes, il a parlé de la recherche. Il a dit qu'on peut faire la recherche transversale, la recherche longitudinale. Il n'est pas allé dans les mêmes méthodes. Parce que nous sommes jamais d'accord sur ce que c'est qu'une méthode, ce que c'est qu'une technique. Et ce qui est technique, pour l'autre, c'est la méthode. Et chaque discipline a ses méthodes appropriées. Alors, ce qu'il faut tenir, c'est d'abord des raisonnements logiques et toute science, qui est un raisonnement inductif et déductif. Des sciences pour qu'on puisse passer en revue chaque type de recherche. Mais je peux rapidement lire les quelques récits que j'ai mis là-bas et donner une petite explication. Je l'ai mis deux, il y en a plusieurs. Alors, j'ai commencé par la recherche transversale qui s'oppose à la recherche longitudinale, se trouve où ça 11e position. Alors, quand j'ai fait l'état des lieux, c'est l'honnêteté scientifique. Comme ici existe un logiciel qui détecte les plagiats. On vous demande d'être honnête et de connaître et d'indiquer ce que vous avez emprunté sur les autres. C'est ça qu'on vous demande de plus. Être honnête, indiquer que cette phrase ici, cette idée-là, je l'ai empruntée, c'était l'auteur, dans tel ouvrage, dans tel article. C'est ça qu'on vous demande. Mais comme beaucoup de gens veulent tricher, ils prennent les idées des autres, ils en font une idée. En ce moment-là, il y en a qui ont créé un logiciel qui détecte les tricheries comme ça. Quand vous lisez le mémoire, vous voyez que les pages de 2 traits qui sont là-bas, vous lisez, il n'y a plus un. Arrêtez-vous, demandez à l'étudiant où est la chose. Un style impeccable, il faut douter. Il faut être honnête, demander la chose. Si vous faites être honnête, dire que c'est basé sur les travaux d'autrui. Mais vous cherchez dans les travaux qui disent là-bas où est la faille, où est le vide. Un prix de recherche reste provisoire qui
peut être modifié par la suite. Quand vous l'avez rédigé, il n'est pas définitif. Vous devez rester ouvert aux remarques et critiques de vos promoteurs pour le modifier et l'adapter. La recherche, c'est surtout dans ce qui est impératif, de va et vient. Vous êtes ouvert, vous pouvez recommencer, vous pouvez des choses de recherche. C'est ce qu'il faut créer un bon climat entre vous et le promoteur et non pas être conflictuel. Alors pour terminer, j'ai mis une note pour le diagramme de Nantes. Alors, c'est un diagramme qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil les différentes tâches à envisager, la tâche de début et celle de fin de chaque tâche, la durée escomptée de chaque tâche, l'exécution éventuelle des tâches et la durée de chaque tâche, la date de début et la date de fin du projet dans son ensemble. Professeur, pour la première partie de l'exposé, nous, c'est les choses de travaux de ce jour. Je voulais intervenir à propos de ce qui n'est pas la recherche. Vous avez parlé, surtout le premier point là, c'est celui qui m'intéresse plus. Les plagiats des travaux des autres. Monsieur le professeur, si je vous ai bien suivi, j'ai compris que tout ce que nous faisons, c'est des plagiats, mais rédigés sous une autre forme. Voilà. Comment pouvons-nous alors scientifiquement accepter les degrés de plagiat dans un travail scientifique? Parce que vous avez parlé des logiciels. Si les logiciels détectent le niveau de plagiat, à quel seuil d'acceptabilité de plagiat qu'un travail peut passer? Merci. Merci, monsieur le professeur. C'est le monsieur que nous avons l'icône. Monsieur le professeur, mon intervention, c'est au niveau de la définition de la méthode. Je pense quand nous consultons le professeur Lumumba Tingacha, nous consultons le professeur Louis Maboula ou Sylvain Somba. Je pense que la méthode, c'est une démarche à suivre. Et au niveau de la technique, c'est l'ensemble ou le processus des outils concrets, les outils qu'on utilise. Mais dans votre exposé, vous nous avez dit que la méthode, c'est une technique. Comment ça passe que ça m'a vraiment laissé quand même en bas. Merci. Moi, je suis Ali Matama, assistant des études supérieures des sciences médicales de l'Université. Je remercie monsieur le professeur pour son exposé, qu'il est bien montré, mais j'ai une petite complication. Vous venez de dire aussi, par rapport aux caractéristiques de la recherche, vous dites qu'une recherche doit être basée sur une autre recherche. Entre-temps, vous dites qu'une recherche doit être une innovation. Donc, je ne comprends rien. Donc, c'est-à-dire qu'il se base sur une autre recherche, donc il n'y a rien de neuf là que vous créez. Vous pouvez ajouter un petit bien, mais comme il y a bien déjà recherché là-dessus, entre-temps, vous dites qu'il fallait une innovation. Là, je demande quelques exemples d'explications. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Je commence par la fin. Laissez le travail de l'histoire de la carrière. Il se demande si on a déjà la solution. À quoi sert la recherche? Et je lui dis ceci, et dis à tout le monde. Un chercheur, il sait ce qu'il va chercher.
il s'attend à quoi? C'est ainsi qu'il a posé les gars des hypothèses que vous appelez les réponses provisoires. Donc c'est déjà une réponse aux questions qu'il s'est posées. Il va les vérifier. C'est pourquoi dans la production, vous formulez vos questions de recherche et vous formulez aussi vos hypothèses. C'est que vous savez déjà à peu près quelle réponse vous allez avoir. Et vous ne ferez que vérifier. C'est-à-dire qu'en conclusion, vous dites si c'est vérifié ou pas. Donc, la solution qui était provisoire au début devient définitive à la fin quand elle est vérifiée par votre démarche que vous avez fait durant votre recherche. C'est ainsi que quand vous présentez votre projet de recherche, vous devez indiquer à quoi vous vous attendez. Je m'attends à tel résultat. Je vais arriver à telle conclusion. Alors, le diagramme de Kant ici, c'est dynamique en fonction du financement extérieur. L'idée de Kant, c'est une prévision des temps pour vous les chercheurs que vous devez respecter selon vos critères. Si vous avez un appui extérieur qui bloque vos recherches, il est normal aussi de modifier votre diagramme de Kant. Parce qu'il y a des données que vous n'aurez pas parce qu'il faut aller les chercher, par exemple, à l'étranger, en allant faire un stage de recherche de 2 mois ou de 6 mois à l'étranger. Si ce n'est pas encore arrivé, vous attendrez que vous soyez financé. En ce moment-là, votre diagramme sera dynamique, il pourra évoluer. Il est contraignant pour vous si tous les moyens sont réunis. Et c'est vous. Alors, tantôt je parlais des écoles. Vous trouverez par des revues de la littérature, état de l'art, résumé ici. Tout ça, c'est destiné à un même objet. Voir qu'est-ce qui a déjà été fait sur ces sujets, ici ou ailleurs, maintenant ou autrefois. Comme il vous a dit, des logiciels détectent le plagiat. Mais il faut que le travail se trouve d'abord sur la toile. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et on ne peut pas détecter le plagiat d'un travail qui est seulement dur, qui n'est pas sur la toile. Mais l'auteur acceptable varie de 5 à 25% de plagiat. Mais comme l'administratif venait de le dire, quand vous faites un travail, il y a une partie que vous empruntez chez les autres. Vous avez le contexte, vous avez l'état de l'art, c'est-à-dire à quel niveau cette recherche a été menée. Ça, c'est l'état de l'art. Donc, vous démontrez que cette question a été déjà traitée par les autres scientifiques jusqu'à tel niveau. Et voici ce que sera maintenant ma contribution. Et on appelle ça l'état de l'art ou revue de littérature. Le résumé de l'état de l'art, dans l'introduction on appelle ça l'état de l'art, mais dans le développement on parle de la revue de littérature. Ça dépend des écoles, comme il a dit. Par exemple, chez moi en agronomie, l'introduction c'est quelques pages seulement. Pour la revue de littérature, c'est quelques pages. Le gros du travail, c'est maintenant votre travail. Ce que vous avez fait. Les recherches, on appelle ça recherche personnelle. Mais ces recherches-là, vous ne les faites pas comme vous le voulez. Vous vous réveillez le matin, vous commencez à récolter de n'importe quoi. Non, non. Il y a des principes. Et ces principes-là, ça ne vient pas de vous. Ça vient des autres. Il y a ce qu'on appelle la validation des méthodes. La validation des méthodes, c'est-à-dire une méthodologie acceptée au niveau international. Une méthodologie qui est universelle. Si vous créez une nouvelle méthode, alors il faut passer par la validation de la méthode. Et il y a des institutions, selon les domaines, qui sont là pour valider des méthodes. Vous dites, voilà, moi j'ai trouvé une nouvelle méthode qu'on peut utiliser pour mener les recherches dans tel domaine.
Et là, on doit d'abord valider la méthode avant de l'appliquer et de publier avec cette méthode-là. Donc, voilà, cette méthodologie que vous utilisez pour la plupart, c'est de la méthodologie qu'on emprunte des autres auteurs. Mais quand on parle maintenant du plagiat, quand vous devez citer un auteur avec ses propres phrases, là vous devez mettre entre guillemets. Là vous reprenez ces phrases. Mais quand vous devez le citer, mais sans textuellement reprendre les mots qu'il a utilisés, là vous ne mettez pas entre guillemets. Là vous utilisez votre propre français comme le prof venait de dire, soit c'est le français zaïrois, précisément du Kassai, ou soit c'est le français Kivou. Donc là vous essayez de mettre. Donc voilà un peu par rapport au plagiat. Donc votre propre expérimentation, ça ne doit pas être le plagiat. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais vous plagiez les autres dans l'état de l'art et les autres. Donc c'est une façon de référencer. Mais ce que le prof a dit, ce qui est mauvais, c'est de prendre les travaux d'autrui, les idées d'autrui, dans les interprétations de vos données. Et vous mettez vos mots. Comme si c'est vous qui êtes le premier à écrire ça. C'est ça le vrai plagiat. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là, ça devient vraiment plagiat. Donc voilà la petite... Directeur de l'université pour l'Unitou, un scientifique de littérature, il est professeur en sciences économiques. Je pense que vous avez toujours entendu chaque fois se déprendre les exemples pour vanter sa discipline scientifique. Mais aujourd'hui, il n'est pas entrepreneur seulement comme professeur en sciences économiques. Il entretient que vous n'êtes pas le chercheur parce qu'on vous a dit que le chercheur n'a pas de couleur. Il est apolitique. Il n'y a pas de chercheur de lieu sacré. Il n'y a pas de chercheur d'opposition. Il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de couleur technique, il n'y a pas de couleur finale. C'est ainsi que nous pédirons votre vive attention pour pouvoir l'écouter, et j'essaie que votre réponse sera aussi gérée avec grande responsabilité pour vous permettre de retourner très tôt avec ce transport qui est déjà un casse-tête sur la ville de Monénitou. Une fois que techniquement parlant c'est prêt, nous allons devoir inviter M. le recteur et des orateurs de cette journée scientifique. Toutes les dispositions techniques sont en train d'être mises en œuvre. Vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le recteur, Monsieur le recteur, les professeurs, les chefs de travaux, les attachés de recherche ainsi que les assistants et tous les chargés de pratiques professionnelles ici réunis dans cette salle. Les indépendants, ils sont là très nombreux d'ailleurs, je salue leur présence. Ils ont dit, ils m'ont soufflé avec certains qu'ils ont de la passion pour la recherche. C'est ainsi qu'ils veulent vous écouter, comme ils l'ont fait le matin avec le premier orateur. Nous vous accordons la parole pour votre exposé. Merci. Merci LRP pour la parole. Je remercie d'abord l'assistance. Aujourd'hui, je vois que vous aviez raison que la conférence se passe ici. Parce que l'autre fois, si on était dans la salle de la coordination, je me demande ce qu'on pouvait, comment ça pouvait se passer. Je vois qu'il y a quand même un nombre considérable. Je n'ai pas préparé le texte comme tel. Nous allons aller petit au tac, n'est-ce pas, pour voir comment vous pouvez vous-même commencer à
faire la recherche documentaire par rapport à vos projets de recherche, par rapport à vos mémoires ou par rapport à vos publications, même aussi par rapport à l'actualisation de vos cours. Parce que je sais que la plupart, on a souvent l'habitude d'avoir les anciens cours qu'on a étudiés. Une fois, j'ai fini peut-être en travailliste, et ce sont ces cours-là que j'ai même en train d'être emballé avec depuis que je suis en train d'enseigner. Et pourtant, les choses ont beaucoup évolué. Et donc, on ne lit pas que pour la recherche, pour la publication, pour les mémoires, mais on fait aussi la recherche documentaire parce qu'on doit s'actualiser dans ce domaine, on doit actualiser ce cours, on doit peut-être écrire un livre ou bien sûr faire un projet de recherche pour des publications ou pour un travail de fin d'études, de fin de formation. Et la première des choses, ce que vous devez savoir, comme je vous l'ai dit la fois passée, toute recherche va sur une observation. On s'est fait. On observe et on trouve qu'il y a un problème. On ne peut pas faire la recherche quand il n'y a pas de problème. On fait la recherche pour résoudre un problème. Et c'est vous qui devez savoir quels sont les problèmes qui se posent et comment nous devons les résoudre. Les démarches qu'on a vues la fois passée, un peu dans la rédaction, aujourd'hui, le professeur Christin m'a essayé encore d'y aller en détail. Moi, je ne veux pas encore entrer sur la même question, mais je vais directement passer à la recherche documentaire. Cherche, la première des choses, comme je vous ai dit, on doit d'abord identifier les problèmes. L'identification du problème, c'est ça la première étape. Quel est le problème qui se pose? Qu'est-ce que je cherche? Je vais trouver une solution à un problème. Et vous devez maintenant formuler ces problèmes-là. Le vrai problème se pose sur la formulation du problème. Comment vous allez formuler le problème? Je cherche à éviter les mots vagues. Voilà, moi je voulais. Il faut éviter les termes qui sont vagues. Les termes qui ne signifient pas grand-chose, qui ne sont pas spécifiques. Je commence à être expert. Donc je vais parler de l'anatomie chez les lions, mais de muscles cardiaques. Là, je commence à être précis. Je parle des lions, bien sûr, mais pas de n'importe quoi sur les lions, de l'anatomie, mais pas de n'importe quoi sur l'anatomie, mais l'anatomie du cœur. Voilà comment vous devez déduire les termes de votre recherche. Les termes de base. Beaucoup de gens commettent l'erreur de mettre les termes qui sont beaucoup plus généraux, qui sont des termes qui sont vagues. Et quand ils font la recherche, ça ne leur permet pas vraiment d'être pointus dans la façon de trouver l'information. Et donc, quand vous devez faire la recherche, soyez précis. 56 journaux et avec 293 journaux en open access. Vous voyez ça? 293. Et il y a tous les domaines. Il y a tous les domaines.
avec 199 337 obstacles, c'est-à-dire originels, et 193 000 textes de textes en entier. Donc on montre la façon de chercher. Vous pouvez chercher par le nom du journal, par l'auteur, par le libraire, n'est-ce pas, est-ce que c'est Elsevier, ou par le terme de recherche, ainsi de suite. Que nous félicitons pour son exposé. Monsieur le professeur, vous aviez parlé des éléments constitutifs, vous avez parlé de la littérature existante, des questions de recherche, et ainsi de suite. J'aurais préféré que vous passiez à un exercice pratique, parce que jusque-là, nous sommes encore dans l'ancien système alors que nous parlons des règles. Je voudrais que vous emmeniez à quelque chose de pratique, un exercice pratique qui pourrait nous aider à comprendre l'élaboration d'un projet. Merci. Peter Medawa nous dit la recherche, c'est l'art de trouver la solution. Qui dit solution, cela suppose qu'il y a un problème économique. Monsieur le professeur, vous avez dit au point 4, vous avez dit dans les protocoles qu'il faut présenter des résultats. Or, ces résultats que l'on présente dans les protocoles, ce sont des solutions aux problèmes qui est même à la base de la recherche qu'on veut faire. Si on a déjà des solutions, à quoi c'est encore faire la recherche? Chef des travaux Jean-Paul Loubélé, ISTEM Calais. La première question, il y a Naji qui vient d'évoquer pratiquement, ou qui vient de l'aborder d'une manière ou d'une autre, mais je voudrais apporter quelques précisions là-dessus ou amener cette question dans un cadre beaucoup plus précis. J'ai devant moi un historien qui veut travailler dans le cadre d'une tribu qui n'a pas intéressé beaucoup d'écrivains. Et il a devant lui des publications laissées par le colonisateur. Et donc des publications d'avant 1960. Monsieur le recteur, que pouvez-vous lui donner vos conseils? Bien que je ne sois pas historien, il peut s'agir aussi, ça peut être aussi le même cas que celui qui travaille dans le cadre de l'histoire du droit. Chef de travaux Robert Capé Amsas, PMD. À la fin de l'exposé de monsieur le professeur, secrétaire général administratif, qui dit à la conclusion, le chercheur ne doit pas être en conflit avec son encadreur. Je me limite là à rédiger un DEA ou une thèse. Ça va devoir demander respecter certaines dimensions, en l'occurrence la dimension politique. De recherche. On voudrait peut-être qu'on puisse faire un exercice. Sous la main, je n'ai pas amené un projet de recherche. Mais je connais dans la salle un de vous qui a son projet de recherche qu'on a dû corriger ensemble. Et si ce n'est pas un secret, je vous demanderai de le contacter à la fin de ces travaux. Il pourra vous montrer son projet de recherche et vous verrez comment il est constitué. Il y a le secrétaire Robert
qui a parlé longuement et a contribué à notre exposé parce qu'il est revenu sur ce que nous avons dit. Les chercheurs, surtout ceux qui vont faire leur thèse de doctorat, ont besoin d'un promoteur qui va les faire traverser les Jourdains, comme on dit dans la Bible. Alors il faut être en bon terme avec votre guide qui va vous aider à passer d'une rive à l'autre. Donc c'est normal que vous ne soyez pas en conflit avec lui. Il faut montrer que vous êtes bien éduqué envers votre père scientifique qui va vous amener d'une rive à l'autre. Donc c'est normal que vous ne soyez pas conflit. Moi je préfère être debout. Je suis content de l'intéressement de cette activité. Je vais être bref. Et c'est le discours partout. Pas les moyens. Mais comment vous avez étudié jusqu'à la licence? Et cette activité ici, ce n'est qu'un complément. Le travail scientifique est difficile à être rédigé, c'est celui que vous avez déjà effectué, le travail de linguistique. Que vous avez réussi à rédiger sans aucune référence bien autre travail que vous aviez fait avant. Qui peut me dire un travail scientifique qu'il a rédigé pour la première fois, après avoir rédigé un autre? Et ça, ce ne sont que des sciences, des compléments. Et donc, je ne voudrais pas moi personnellement vous parler de ma vie, mais je préfère, d'une manière brève, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général administratif, permettez, parce que beaucoup de gens aiment s'accrocher sur les moyens financiers. Frustration. Vous et nous sommes de l'ancien système. JLD. Graduat, licence, master, doctorat. Le système qui est en train de céder place au nouveau LND. Attention. Les enfants que nous recevons aujourd'hui, et s'ils se mettent au travail, à la recherche, ils risquent de se retrouver dans vos jurys de guerre. Et vos jurys de thèse. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans les jurys de thèse de mes assistants et mes chefs de travaux qui m'ont donné cours. C'est une frustration. Ça reste encore à vérifier comment vous aviez traité cet enseigné quand vous étiez au devant de lui. Parce qu'il y a des personnels scientifiques qui sont les tout puissants devant les étudiants, leur demandant tout. Cet ouvrage, même si le connaît pas, on l'a mis quand même. Et vous êtes sûr que ça c'est bon. Donc les bibliothèques physiques ne sont pas éliminées. Mais seulement on vous demande d'être actuel. On s'entend, n'est-ce pas? Voilà, donc la bibliothèque physique doit être là. Mais qu'est-ce que nous devons consulter dans cette bibliothèque? Donc une fois, mais à une certaine manière, que vous-même, parce que vous n'êtes pas fatigué, vous aviez été très engagé au cours de cette grande journée scientifique. Nous allons aussi applaudir très vivement pour les orateurs. L'année prochainement. Alors, s'il vous plaît. Félicitations à vous. C'est pour nous, nous-mêmes. Quand vous sauvez pour vous-même, vous faites pour moi-même. Voilà, est-ce qu'on peut chauffer? Mesdames et messieurs, titre grade de qualité respecté, nous remercions pour votre disponibilité, l'empressement avec lequel vous aviez répondu au communiqué du secrétaire général académique Gilbert Moussanga Mouniaola, professeur, et monsieur le chef du travaux Edith Kag, nous vous invitons pour placer un mot en ce qui concerne le prêté à la lettre participant. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole que vous m'accordez. Je dis également merci aux membres du comité de gestion de l'Université de Moledito, mais aussi
aux membres des comités de gestion des établissements supérieurs et universitaires sous conférence de Mweneditu. Sincèrement, merci également à tout un chacun de nous pour une participation active, mais et surtout pour l'intérêt que vous accordez toujours aux assises scientifiques. Concernant le certificat de participation, tout celui qui s'était inscrit, les certificats sont là. Vous savez que détenir un certificat de cette portée est d'une importance capitale, et surtout si ces certificats portent les signatures des professeurs. Alors, nous avons conçu ces certificats qui portent les signatures du professeur Innocent, qui est monsieur le recteur de l'université de Mweneditu, mais également comme président de la sous-conférence des établissements supérieurs et universitaires de la sous-conférence de Mweneditu. Monsieur le professeur Innocent Tshibangou, vous êtes recteur de l'université de Mweneditu. Aujourd'hui, dans ces assises, vous venez d'exposer sur la recherche documentaire. Alors, comment y arriver? La recherche documentaire, oui, c'est un thème général, mais aujourd'hui, il s'agissait de la recherche documentaire pour les scientifiques. Comment ils peuvent faire la recherche pour les travaux de mémoire, les articles scientifiques et même pour les projets de recherche en général. Donc c'était de cette question-là qu'il s'agit aujourd'hui. D'abord, j'ai un sentiment de joie, c'est qui atteste que la recherche, c'est notre vie de chaque jour. Et dans la vie, on doit toujours apprendre. On venait d'ajouter un plus sur ce qu'on avait. Et les orateurs nous ont montré qu'il faut vraiment appuyer sur les boutons pour aller plus loin et plus loin encore. Je suis très content, c'est un sentiment de joie pour moi. Et aux autres chercheurs qui ne veulent pas participer à ces conférences, vous leur dites quoi? Bon, en tout cas, s'ils sont chercheurs, je les conseillerais chaque fois quand ils apprennent qu'il y a une conférence de ce genre, ils doivent s'empresser pour être là. Parce qu'un chercheur qui ne participe pas à des conférences pareilles, il s'enterre et il risque de disparaître, de rester dans les oubliettes. Vraiment, il y a des innovations, il y a des choses très importantes qu'on nous a données aujourd'hui et nous avions senti que peut-être on semblait connaître, mais on ne connaissait pas tout. C'est vraiment important, ils doivent participer chaque fois quand il y a des appels comme ça. Venez là de terminer la journée scientifique organisée par la sous-conférence que dirige monsieur le professeur Innocent Tshibangou Mwamba. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Nous sommes très heureux que dans notre ville de Mweneditu, l'actuel comité qui gère la sous-conférence des institutions supérieures et universitaires de Mweneditu puisse avoir de telles initiatives, nous pousser à la recherche scientifique, nous pousser à évoluer dans la science. Nous sommes très heureux. Les scientifiques qui sont dans cette ville doivent se donner dans de telles activités, doivent participer dans de telles activités. Ce sont des activités trop rares, il faut en profiter. Donc nous les demandons pour la prochaine fois de bien vouloir participer s'il y a des telles...
l'UCOM.